Durant tout le mois de juin, je vous invite à vous mobiliser pour cultiver et promouvoir l'altruisme et le mettre en action. Alors, l'altruisme, qu'est-ce que c'est? L'altruisme, c'est une motivation, une intention, le désir d'apporter le bien-être aux êtres et les causes du bien-être. Si les êtres souffrent, ce qui est souvent le cas, la compassion souhaite et désire mettre en action tous les moyens pour remédier à la souffrance des êtres et à leurs causes. Bien sûr, dans la mesure du possible, cette intention doit être mise en action. L'altruisme et la compassion visent à remédier à toutes les formes de souffrance, où qu'elles soient, et quelle que soit la forme qu'elles puissent prendre. Ils ne constituent pas une récompense pour des bons comportements moraux, mais un remède aux causes profondes de la souffrance. Souvent les gens vous disent « Ah, moi j'aime bien aider les autres, ça me fait tellement de bien ». Oui, mais si vous pensez comme ça au départ, je crains que ça ne fonctionne pas comme vous l'espérez. De fait, il est vrai que si l'on se consacre avec cœur à l'accomplissement du bien d'autrui, on a l'impression que c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. On sent un sentiment de satisfaction profonde. Mais c'est quelque chose qui vient de surcroît, comme un bonus, c'est un effet secondaire. Mais la motivation primaire et unique d'un altruisme véritable, c'est donc l'accomplissement du bien d'autrui, sans aucun calcul ou espoir d'un quelconque avantage en retour. Mais il s'avère effectivement que dans la vie, c'est la meilleure façon d'accomplir le double accomplissement du bien d'autrui, qui est le but, et d'une autre, de surcroît. Donc il est bon de prendre conscience du potentiel de bienveillance, d'altruisme, de solidarité, de soin, de considération d'autrui que nous avons tous en nous, de n'exclure personne de notre cœur, car si effectivement de manière réaliste nous ne pouvons pas prétendre accomplir le bien de l'ensemble de l'humanité, pourquoi devrions-nous limiter notre aspiration? De dire je ne m'intéresse qu'à une petite partie de l'humanité, je n'ai aucune considération pour les autres, peut-être qui sait de l'animosité pour les autres. L'amour et la bienveillance inconditionnelle, c'est simplement d'étendre ce souhait à tous les êtres, puissent tous les êtres, sans exception, trouver le bien-être et les causes du bien-être, puissent tous les êtres, sans exception, être séparés de la souffrance et des causes de la souffrance. Cela, c'est quelque chose que nous pouvons cultiver comme une capacité, comme toute autre capacité humaine qui au début est à l'état latent et qui peu à peu atteint à son point optimal. D'où nous vient cette tendance innée de prendre soin de l'autre, de prendre soin des jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes vulnérables? Eh bien, cela nous a été donné par l'évolution, principalement sur le fondement de l'instinct parental, de l'instinct maternel. Prendre soin de ceux qui sont faibles, vulnérables. Prendre soin de ceux qui sont nos descendants, nos proches. Et cela, c'est quelque chose, dans la plupart des cas, d'absolument spontané, instinctif, qui n'a pas besoin d'être cultivé plus particulièrement. Mais sur la base de ce que nous a ainsi donné l'évolution en tant qu'animal social, nous pouvons maintenant passer à un autre niveau. Et sur le plan cognitif, de nous dire, tout comme cet enfant qui aspire à être heureux, qui aspire à être libéré de la souffrance, à éviter les tourments dans l'existence, tous les autres êtres, sans exception, au plus profond d'eux-mêmes, souhaitent échapper à la souffrance. Moi-même, au fond de moi-même, je serais tellement mieux si je pouvais remédier aux causes de ce qui me tourmente. Et donc, si je prends conscience de cela, j'accorde de la valeur à cette aspiration, je deviens concerné par les moyens qui me permettent d'éradiquer la souffrance et peu à peu de cultiver le bien-être. Et donc, avec discernement, je vais mettre en œuvre ces moyens. Donc là, on voit qu'il s'agit davantage
d'un processus cognitif qui nous pousse à nous mettre dans la peau de l'autre, se rendre compte que tous les êtres sans exception veulent échapper à la souffrance, que je dois accorder de la valeur à cette aspiration, être concerné par leur sort et faire tout ce qui est dans le domaine de mon possible pour accomplir ces aspirations. Et donc là, c'est quelque chose qui doit s'entraîner, peu à peu, développer cette faculté. Et c'est ça qui fait aussi de nous des animaux sociaux, que nous sommes capables d'étendre cette bienveillance à des personnes qui ne partagent pas nos gènes, qui ne nous ont pas nécessairement traités avec particulièrement de bienveillance, mais simplement parce que ce sont des êtres sensibles, qui font la différence entre le bien-être et la souffrance, et qu'il est tout naturel que nous fassions de notre mieux pour remédier aux causes de la souffrance, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Et donc, de cette façon, il est possible de changer notre attitude. Si maintenant, un nombre croissant d'individus ont une nouvelle façon d'aborder les autres, avec davantage de considération, lorsque ces individus atteignent une masse critique, il y a des points de bascule dans notre société, dans nos cultures. Et l'évolution des cultures va plus vite que les gènes. Les sociétés, les cultures, les institutions et les individus, au fil des générations, se façonnent mutuellement comme deux lames d'un couteau qui s'aiguisent. Il est donc possible d'évoluer globalement en tant que groupe, en tant que société, vers une culture plus coopérative, plus altruiste, plus solidaire, plus bienveillante. Donc un monde meilleur. On sait maintenant, par l'étude des jeunes enfants, que certes nous pouvons devenir des tortionnaires et des psychopathes, mais que généralement, l'espèce humaine a une prédisposition plus forte vers l'altruisme, la coopération. Les enfants préfèrent les gens qui se comportent de façon bienfaisante les uns envers les autres. Les jeunes enfants de moins de 4 ans sont des coopérateurs inconditionnels. Donc il faut maintenant valoriser ce potentiel, l'actualiser. On peut se dire, oui, c'est très bien, mais regardez l'état du monde, on serait peut-être mieux avec davantage de solidarité, davantage d'altruisme. Il y a justement, comme toutes les capacités que nous avons, toutes les capacités humaines, qu'il s'agisse de lire, d'écrire, de jouer au tennis, de jouer du piano, d'apprendre les mathématiques, nous partons d'un état latent, potentiel, et exprimons ce potentiel jusqu'à cultiver les facultés à leur point optimal. Il en va de même des qualités humaines fondamentales que sont l'altruisme, la bienveillance et la compassion. Les méthodes proposées par les grandes traditions contemplatives comme le bouddhisme depuis 2500 ans offrent toute une série de méthodes d'entraînement de l'esprit spécifiquement focalisées sur le développement de l'amour altruiste et de la compassion. Depuis une vingtaine d'années, la collaboration entre des méditants expérimentés ou débutants avec des psychologues et des neuroscientifiques ont très clairement montré que lorsqu'on s'entraîne à l'amour altruiste par la méditation, c'est-à-dire en faisant venir encore et encore dans notre paysage mental cette pensée de bienveillance à l'égard des autres, eh bien au fil du temps, dans l'espace des semaines, des mois, nous allons changer. Nous allons changer subjectivement, mais objectivement également, notre cerveau va changer. Non seulement les fonctions du cerveau vont être plus actives dans les aires du cerveau, les réseaux neuronaux qui sont liés à l'empathie, à l'amour altruisme, au lien social, à l'amour parental, aux émotions positives, etc. Mais structurellement, les aires du cerveau correspondantes vont augmenter en volume. Il y aura davantage de connexions nerveuses, parfois même de nouveaux neurones seront créés. Non seulement ça, mais même au niveau cellulaire. On sait qu'un entraînement, quel qu'il soit, peut modifier l'expression de nos gènes. Donc, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, de multiples façons, dans notre expérience vécue, qui se traduit par des comportements différents, dans notre physiologie et dans notre fonctionnement du cerveau, l'entraînement nous permet de devenir des êtres meilleurs. Et cela semble être une des meilleures aventures dans laquelle nous puissions nous engager. Et je vous y invite
très cordialement. Alors, on peut se dire, tout ça c'est très bien, changer individuellement, mais ça ne va pas changer le monde. Oui et non. Si effectivement, encore une fois, le nombre de gens qui se dédient à un monde meilleur atteint une masse critique, les choses vont changer, c'est clair. Et de plus, si on réfléchit vraiment aux grands défis auxquels nous faisons face en ce XXIe siècle, l'un de ces principaux défis, c'est d'essayer de réconcilier les exigences entre le court terme, l'économie. Parfois, c'est peut-être simplement de pouvoir nourrir nos enfants le jour suivant. Ou alors, on est préoccupé par des investissements, par des choses qui sont focalisées sur le court terme. Mais il y a aussi le moyen terme. La qualité de notre vie, jour après jour, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, une génération, une famille, une vie. Et à quoi bon être puissant, riche, si nous sommes dans un état de mal-être permanent? Donc favoriser l'épanouissement de tout à chacun sur le moyen terme est aussi évidemment un but éminemment désirable dans l'existence. Et puis il y a un nouveau défi que nous ne connaissions pas jusqu'à il y a un siècle, à savoir qu'il y a 10 000 ans, nous étions 5 millions d'êtres humains sur Terre, aujourd'hui 7 millions, 7 milliards avec des moyens beaucoup plus puissants d'agir sur la planète. Et donc maintenant nous sommes devenus les acteurs principaux du devenir de la biosphère, du devenir des générations à venir, du devenir de 8 millions d'autres espèces. Et ce n'est pas l'égoïsme qui va nous permettre d'œuvrer ensemble dans le court terme, le moyen terme et le long terme vers un monde meilleur. Si nous sommes égoïstes, il n'y a pas de problème de l'environnement. Dans 50 ans, beaucoup d'entre nous ne seront plus là. Après moi le déluge, si on s'en fiche, ce n'est plus un problème majeur. Si en revanche, nous voyons que le seul concept qui permet de relier ces 3 échelles de temps et d'avoir assis à la même table des investisseurs, des travailleurs sociaux, des politiciens, des scientifiques qui s'occupent de l'environnement, pour œuvrer ensemble à un monde meilleur autour d'un concept unique, c'est d'avoir davantage de considération pour autrui. Davantage de considération pour autrui nous conduit à une économie solidaire, où l'économie est au service de la société et non pas le contraire. Avoir davantage de considération pour autrui à moyen terme nous permet de remédier aux injustices sociales, à l'inégalité. Ce mouvement vers une société fondée davantage sur la bienveillance, la solidarité, la coopération, ce n'est pas un luxe, c'est nécessaire et inévitable. C'est la seule manière pour l'humanité de survivre en harmonie. Martin Luther King disait « Nous sommes venus dans des esquifs différents, nous sommes tous maintenant dans le même bateau ». Ce n'est pas au travers de la compétition acharnée que nous allons résoudre ensemble les défis qui se dressent devant l'humanité au XXIe siècle. Il est très encourageant de voir que dans toutes sortes de domaines, les scientifiques, les philosophes en viennent de plus en plus à cette même conclusion. Les grands spécialistes de l'évolution, comme Martin Nowak et O. Wilson, nous montrent maintenant que si certes la compétition a eu son rôle, bien sûr, dans l'évolution, que la coopération a été beaucoup plus créative pour peu à peu créer des niveaux sans cesse croissants de complexité. D'autres nous montrent qu'une économie purement égoïste, celle de l'homo economicus, qui consiste à ne maximiser que nos intérêts immédiats et personnels, ne peut pas résoudre 2 des grands problèmes de nos sociétés, la pauvreté au sein de la richesse et la question des biens communs, la qualité de l'air, des océans, la démocratie, les parcs, etc. Nous devons sortir de cette logique égoïste pour nous préoccuper du bien commun. Des économistes comme Denis Snower s'efforcent en effet de promouvoir cette économie du care, cette économie de la solidarité, cette économie positive. Dans le domaine des sciences, il est montré également que exercer la bienveillance est la meilleure façon, bien sûr, d'accomplir le bien d'autrui, qui est le but premier, mais aussi de s'épanouir nous-mêmes dans l'existence. Et que l'égoïsme, l'individualisme, où tout le monde se referme sur soi-même, c'est la meilleure façon de se rendre misérable du matin au soir. Moi, cela n'a jamais fait de bien à personne, et en plus vous rendez la vie misérable à tout le monde. Donc quel que soit le domaine auquel on s'intéresse, on voit que de partout,
ce mouvement aussi, l'économie solidaire, les réseaux, les investissements socialement et environnementalement responsables, les banques coopératives, les secteurs très vibrants de la nouvelle économie, tout cela se rejoint et crée un mouvement d'ensemble vers une société plus altruiste et coopérative. Si c'était simplement quelques illuminés en quelque sorte qui professent l'altruisme comme un idéal utopique, nous n'irions pas loin. Mais le fait que ce soit devenu une nécessité, que nous avons les moyens de le faire et que de plus en plus de disciplines s'intéressent à cela, est une grande source d'espoir. Donc marchons ensemble vers un monde plus altruiste et si nécessaire. Donc n'ayons pas crainte de reconnaître, au vu de toutes les connaissances acquises par les sciences cognitives, par l'évolution, par la philosophie, que oui, l'altruisme véritable existe. Et que ce n'est pas simplement un point de vue naïf, utopique, mais une vraie nécessité. Il faut donc oser croire en l'altruisme, il faut oser aider nos enfants à cultiver davantage cette faculté innée qui est en eux. Il faut oser le promouvoir au sein de la société, sur le lieu du travail, dans notre économie, dans nos institutions. Et nous devons aussi le mettre en action. Je vous invite donc à nous rejoindre de sorte que tous ensemble, nous faisions venir le meilleur de nous-mêmes à la surface et que par des moyens divers que vous saurez trouver, nous mettions tous ensemble l'altruisme en action. Donc merci d'être avec nous dans ce beau mouvement vers une société plus altruiste.